Ok, alors comme vous devez l'avoir très bien compris avec le temps, mon format principal de vidéos sur la chaîne YouTube est devenu petit à petit les reviews des chapitres. Dans celle-ci, j'analyse de fond en comble le dernier chapitre en date et je vous propose ma vision des faits dans une vidéo spéciale qui, depuis Egghead, ne passe rarement sous la barre des 20 minutes, tant il y a des événements exceptionnels et de rebondissements hors du commun actuellement dans One Piece. Et dans cette review, justement, je théorise. Je théorise beaucoup parce que j'ai toujours adoré faire ça dans une œuvre. Je me trompe parfois, souvent même, beaucoup, hein, oui, mais je tape aussi parfois dans le mille, moins souvent du coup. Où je veux en venir avec tout ça, parce que ça commence à faire long frérot, c'est qu'aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs de mes théories préférées ayant émergé dans mes reviews depuis que l'arc d'Elbaf a commencé dans une version plus longue et développée. Alors mesdames et messieurs, voici 3 théories sur le futur de One Piece. Je vous invite à liker cette vidéo si le cœur vous en dit, et pour aider totalement gratuitement et efficacement la chaîne, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et allons-y. Avant que cette vidéo ne commence, aujourd'hui, je vais vous présenter Emma, le sponsor de cette vidéo, ou du moins vous représentez Emma, 1 an depuis notre première collaboration, 1 an que je ne passe plus une seule nuit sans ne serait-ce que l'un de leurs coussins ou de leurs couettes. Emma, ce sont des professionnels et des passionnés du sommeil, des petites mains de Morphée si j'ose dire, qui mettent tout en œuvre pour vous offrir le confort ultime. C'est la raison pour laquelle leurs matelas sont des petits bijoux technologiques possédant une mousse à mémoire de forme, une adaptation parfaite à toutes les formes corporelles et à toutes les positions, un isolement des mouvements pour un sommeil de qualité et une couche Ergocell pour aider à la bonne circulation de l'air dans le matelas. Mais leur expertise ne s'arrête pas là et s'étend jusqu'à leurs accessoires, couettes et oreillers. Leurs oreillers Nuage Elite sont par exemple designés pour apaiser les tensions et ajuster leur hauteur grâce à des couches internes, ou encore leur couette Emma parfaitement adaptée aux 4 saisons en se séparant en 2 combinant légèreté et chaleur. Alors si vous voulez sauter le pas, on m'a dit de vous dire que Emma c'est 10 ans de garantie, c'est livraison et retour gratuits sans oublier les 100 nuits d'essai afin d'être sûr que vous êtes satisfait de votre achat. Ça s'adapte à absolument tout le monde, quelles que soient vos préférences, vous trouverez forcément ce que vous aimez. C'est des prix et des matelas récompensés à foison comme l'Hybride 2 qui est le meilleur matelas testé en France en 2023, ou les oreillers Nuage Elite et le lit Select qui sont tous les deux élus produits de l'année 2025 par les consommateurs en France. Et puis c'est aussi et surtout des facilités de paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Et l'autre facilité de paiement, c'est que du 11 mars au 27 se déroule les Sleep Weeks 2025, offrant jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr et 10% supplémentaires avec le code GOJIONEPIECE valable sur tous les produits déjà en promotion. Cerise sur le gâteau, et pour clôturer le tout, du 11 au 21 mars pour l'achat du pack complet lit coffre, protège matelas, couette 4 saisons et les 2 oreillers original premium, le matelas original 2 est offert. Je pense que vous avez désormais tout ce qu'il faut pour franchir le pas, alors n'hésitez plus et goûtez l'excellence du confort de la literie Emma. Le chapitre 1130 restera longtemps gravé dans ma mémoire. C'est dans celui-ci que nous avons enfin, et après plus de 7 longues années, l'apparition du prince d'Elbaf, Loki. Loki, introduit dans l'histoire de la famille Big Mom et qui s'est vu être refusé comme époux par Lola, prend officiellement place dans l'intrigue de One Piece avec une nouvelle intrigue des plus palpitantes. Pour résumer brièvement tout ce qu'on sait de lui actuellement, eh bien Loki est le prince d'Elbaf, fils légitime du roi Harald et demi-frère d'Airudin qui lui vient d'une autre mère. Sa vie semble toujours avoir été compliquée, enfant il était déjà intenable et faisait les 400 coups aux géants, ce qui n'a pas aidé à améliorer l'opinion générale qu'on avait de lui, surtout quand même avant de naître, une prophétie annonçait qu'Harald serait tué par son fils. Car oui, là est tout le problème de Loki. Il y a 14 ans, le roi Harald aurait été tué par lui. Les géants disent que la raison l'ayant poussé à cet acte était un désir puissant d'obtenir le fruit du démon légendaire se transmettant dans la famille royale. Après avoir volé ce trésor et après l'avoir consommé, Loki se serait enfui d'Elbaf pour devenir pirate. Son aventure sur les mers durera 8 longues années avant d'être capturé il y a 6 ans par Shanks le Roux qui le ramènera dans sa terre natale d'Elbaf et qui deviendra au passage la même année l'un des 4 empereurs des mers, suggérant que la capture de Loki est un lien avec cette promotion exceptionnelle. Loki a cumulé une prime du gouvernement de 2,8 milliards de berries avec une mention spéciale jamais apparue jusque-là qui pourrait peut-être se justifier par la grande fierté qu'il a de se revendiquer le dieu soleil. Et oui, ce n'est que 6 ans plus tard que le fils se dévoilera en tant que dieu soleil sur Onigashima, mais pendant 12 ans, Nika n'a pas donné signe de vie. Alors quand le prince maudit des géants d'Elbaf, contrée intimement relié à cette légende, s'autoproclame dieu soleil, le gouvernement avait toutes les raisons de placer une prime spéciale sur lui afin de l'arrêter avant qu'il ne mette ses menaces de destruction mondiale à exécution. Après tout, il n'était pas censé savoir qui a consommé ce fruit du démon après que Shanks l'ait volé à Who's Who. Bref, il a fallu 6 ans attachés pour que Luffy prenne la décision de libérer un autre dieu soleil qui ne jure lui que par la vengeance et la destruction. Voilà tout ce qu'on sait sur Loki jusqu'à présent, vous avez capté, il y a un truc qui manque, un élément n'ayant pas été révélé qui, moi, m'obnubile depuis
Depuis le début en fait, plus que tout le reste même. C'est quoi ce fruit du démon légendaire qu'il a mangé? Les fruits du démon sont la source principale de pouvoir dans One Piece. Ils ont toujours un lien avec l'histoire, un caractère, avec un mystère. Et là, de ne pas savoir quel pouvoir possède Loki est une véritable torture. Et pardon, mais on nous le vend très bien en plus. Un fruit légendaire. La dernière fois qu'on a entendu ça, c'est pour celui de Yamato et Luffy, des Zoan mythiques porteurs d'une histoire ancienne. C'est ça le sujet de cette partie. Quel pouvoir possède le prince maudit d'Elbaf? Eh bien, voici ma réponse. Première question à se poser. De quelle catégorie pourrait venir ce fruit du démon? C'est un paramessien, un Logia ou un Zoan? Et si c'est un Zoan, c'est un Zoan normal, antique ou mythique? Bon, alors sans vous faire tourner autour du pot, à mon humble avis, Loki a un Zoan mythique. Pour les raisons suivantes. On parle là d'un fruit du démon légendaire, un terme qui s'applique à la perfection aux Zoan mythiques qui représentent petit à petit les fruits du démon ultimes de One Piece. Ils sont terriblement puissants en incarnant des figures divines du monde de One Piece comme Nika ou de notre propre monde, à nous comme le Bouddha ou le Phénix. Ils sont polyvalents en ayant plusieurs sortes de pouvoirs en un seul fruit du démon, combinant la puissance et la robustesse d'un Zoan avec les particularités d'un Paramecia ou d'un Logia. Et surtout, les Zoan mythiques sont les plus rares fruits du démon de One Piece. En tout cas, c'est ce qu'en disait le monde en voyant apparaître le Phénix de Marco. Ce qui est plutôt ironique puisque depuis Wano Kuni, les Zoan mythiques sont l'une des catégories de fruits du démon les plus représentées dans One Piece, les plus présentes. Devon, Orochi, Onimaru, Yamato, Stronger, tous les membres du Gorosei possédant une forme s'apparentant aux Zoan mythiques. Et par-dessus tout, eh bien Monkey D. Luffy qui appartient lui aussi à cette catégorie. Ce ne sont pas moins de 5 à 10 et même encore plus Zoan mythiques introduits en seulement 200 chapitres. Oda a suivi un plan très précis sur l'évolution des fruits du démon dans son œuvre. Au tout début, ses pouvoirs étaient considérés comme rares et exceptionnels, jusqu'à ce que les Logia apparaissent, devenant également rares et exceptionnels, jusqu'à introduire les fruits ultimes, ceux qui ont désormais un lien direct avec l'histoire de One Piece, les Zoan mythiques qui sont jusqu'à présent les plus rares de tous, comme je le disais. Voilà pourquoi Loki, aussi important soit-il, ne pouvait pas avoir un simple Paramecia ou Logia à mon sens. La tendance a changé, désormais ce sont les Zoan mythiques qui dominent la fin de One Piece. Alors, ok, c'est trop cool ça, mais du coup il a quoi comme Zoan mythique finalement? De manière assez générale et surtout logique, on aura tendance à s'orienter vers la mythologie du peuple auquel est rattaché Loki pour se donner une petite idée des créatures ou des êtres divins qu'il compose. En l'occurrence, si on regarde du côté de la mythologie nordique, énormément de bêtes monstrueuses absolument parfaites pour un Zoan existent, sans toutes les citer parce que ça serait trop long. Une des plus connues que les autres, c'est le loup Fenrir. Fenrir, fils du dieu Loki, sera le meurtrier du dieu Odin après avoir été libéré de ses chaînes durant la bataille prophétique du Ragnarok. Là, on a un Loki avec potentiellement un Zoan légendaire qui aurait tué son père et dont la libération plongera le monde dans le chaos. Franchement, même si je ne suis pas 100% d'accord avec ça, ça fait drôlement sens à la toute d'une excellente théorie. Mais quand même, un petit truc cloche. Le coup du Zoan mythique légendaire du loup, eh bien là on l'a déjà eu. Oda a déjà grillé cette carte avec Yamato qui elle aussi possède un Zoan mythique très précieux et recherché du Okuchi no Makami, un loup divin japonais. Est-ce qu'il risquera cette grosse répétite? Possible. Mais moi je pense qu'il y a un autre choix qui s'offre à lui, un choix qu'il aurait déjà pris il y a 25 ans sur Little Garden. Car oui, il y a 25 ans, une créature nommée par les géants Dory et Brogy avait semble-t-il une réputation légendaire pour eux et leur tribu, le serpent rouge sang. Mentionné une seule et unique fois au chapitre 129, cette créature intrigue et captive pour être la seule capable de résister à la puissance destructrice des géants. Qui est ce serpent ? Pourquoi les géants se sont-ils déjà battus contre lui? Où se trouve-t-il désormais? Des questions sans réponse depuis 25 ans, mais à ce moment-là de l'histoire, Oda avait dans l'idée de placer ce serpent très haut dans la hiérarchie des puissances de son œuvre, notamment dans la hiérarchie des puissances d'Elbaf. D'ailleurs, il est très intéressant de noter pour la suite de la vidéo, mais aussi pour votre culture générale de One Piece, que dans la version originale japonaise, le serpent rouge sang se traduit davantage par serpent imbibé de sang, une puissante créature recouverte du sang de ses victimes. Et vous l'aurez sûrement compris, puisque le sujet de cette partie reste le Zoan mythique de Loki, que c'est ce pouvoir précis que le prince posséderait. Si le serpent rouge sang est si connu des mythes des géants et si tristement réputé, c'est parce que c'est un pouvoir qu'ils ont eux-mêmes dû combattre. Le pouvoir d'un utilisateur de fruits du démon. Après avoir obtenu la victoire sur cette créature mythique et quasiment invincible, la famille royale d'Elbaf s'est jurée de garder ce fruit du démon et de le protéger afin que personne ne puisse le consommer et apporter la terreur et le chaos générés par cette bête démoniaque. Un trésor gardé de génération en génération jusqu'à l'arrivée du destructeur des mondes, Loki. Quelle meilleure façon de détruire le monde pour lui que de devenir une créature inarrêtable par les géants eux-mêmes. C'est de ce fruit du démon que les géants avaient tant peur pendant si longues années, les forçant à l'enchaîner avec du granit marin autour du plus puissant arbre du monde, comme confirmé au chapitre 1131. Tout est parfait à mes yeux, c'est l'ennemi des géants tout en étant ancré dans leur mythologie, un Zoan mythique gardé comme un trésor légendaire par la famille royale, et surtout un parallèle certain avec le Gomu Gomu no Mi. Le gouvernement voulait éviter à tout prix que le pouvoir de Joy Boy ne tombe dans les mains de leur prochain adversaire
adversaire, tout comme les rois et géants d'Elbaf empêchaient l'existence d'un nouveau serpent rouge sang en défendant ce fruit du démon pendant des siècles. Ok, mais alors quel est le nom de ce fruit du démon? Juste Zoan mythique du serpent rouge sang, ou plutôt le Zoan mythique du Jormungand, le serpent le plus emblématique de la mythologie scandinave, connu pour encercler le monde de tout son corps? Eh bien, cette hypothèse serait attirante si quelques chapitres plus tôt, le 1128, un des animaux de compagnie de Rod ne s'appelait pas déjà le Jormungand et n'était pas déjà un serpent. Encore une fois, et tout comme le fruit du loup avec Yamato, je vous laisse juger de la probabilité que Loki ait mangé un fruit lié à une créature déjà introduite dans l'histoire. C'est pourquoi j'ai une seule et unique proposition à vous faire de la véritable bête du Zoan de Loki, capable de remplir à la perfection quasiment toutes les conditions. Loki posséderait le Zoan mythique du Nidhogg. Nidhogg est le serpent dragon des mythes nordiques. Il se trouve bloqué dans les racines de l'Yggdrasil comme Loki était enchaîné au pied de l'arbre d'Adam. Il suce le sang des cadavres, des parjures et des criminels du royaume des morts, comme le serpent rouge sang qui en réalité imbibait du sang de ses victimes pendant que le royaume des morts serait les enfers, la zone d'Elbaf dans lequel se trouvait enchaîné Loki. La libération de Nidhogg des racines de l'Yggdrasil est un signe annonciateur du Ragnarok, tandis que Loki souhaite détruire le monde lorsqu'il sera libéré de ses entraves. Plus encore, le Nid de Nidhogg est une insulte désignant la perte de l'honneur, la honte et la méchanceté d'un homme ayant commis de grands crimes comme le meurtre ou le vol. Et Loki est précisément considéré comme une honte d'Elbaf après avoir commis le meurtre de son père tout en ayant volé le fruit du démon légendaire de la famille. Autre petite observation marrante, mais Loki a été aperçu au chapitre 1134 communiquant avec une certaine Mossa. Si nous n'avons pour l'instant aucune idée de qui il peut s'agir, cette personne pourrait se trouver au sommet d'Elbaf dans le monde du paradis, car dans les mythes nordiques, Nidhogg, se trouvant en bas de l'arbre, communique avec l'aigle Vidofnir, se trouvant à son sommet par l'intermédiaire d'un écureuil. L'écureuil ici, vous l'aurez compris, c'est l'escargophone, tandis que Mossa serait l'aigle Vidofnir. Mais là où la théorie prend un tout autre sens, c'est suite au chapitre 1142, celui de la semaine dernière du coup. Les plus grandes peurs et craintes des enfants se sont matérialisées. Nous y retrouvons donc des monstres de toute apparence sur Elbaf, nous y retrouvons même Nika et Loki, mais surtout, Nidhogg apparaît pour la première fois et est cité comme l'une des terreurs des enfants d'Elbaf. Si on peut croire que l'apparition de Nidhogg aux côtés de Loki peut ébranler la théorie qu'il possède ce fruit du démon, en réalité ça n'a fait que la conforter, puisque l'enfant en mentionnant Nidhogg dit aussi qu'il s'agit du dragon du tonnerre. Hasard ou non, ça tombe très bien puisque Loki, exactement au même moment, au chapitre 1142, s'est emparé de Ragnir, son marteau, pour frapper l'arbre d'Adam et invoquer un éclair qui frappera Elbaf de toute sa force. Si on ne sait pas encore exactement d'où provient ce pouvoir, une chose est certaine, Ragnir, le nom de son marteau, est composé des mêmes kanji du mot tonnerre que l'on retrouve dans le dragon du tonnerre de Nidhogg. Ce qui veut dire qu'en plus de tout le reste, tout ce que je vous ai cité depuis le début, Loki a désormais le point commun avec Nidhogg d'être lié à la foudre et au tonnerre. Mais le pire dans tout ça, c'est que Nidhogg est totalement étranger de base à cet élément dans les mythes nordiques. Il n'a strictement rien à voir avec la foudre, les éclairs ou les orages, tout comme Loki qui n'a pas ce genre de pouvoir dans les mythes. Ce qui signifie ni plus ni moins qu'Oda a remodelé les mythes après s'en être inspiré. Pour que ces interprétations de Loki et Nidhogg dans One Piece soient complémentaires, similaires, ces deux entités sont les seules sur Elbaf pouvant générer de la foudre et du tonnerre. Loki peut abattre les éclairs en frappant avec Ragnir, quant à Nidhogg, il est décrit comme le dragon du tonnerre, ne faisant qu'accentuer le lien entre ces deux entités, la possible existence d'un Zoan mythique de cette créature. Pour finir, dans le château royal d'Elbaf, ancienne demeure de Loki mais surtout théâtre de l'affrontement entre lui et son père il y a 14 ans, les marques de leur bataille acharnée peuvent être aperçues gravées dans la pierre des murs. On y retrouve dans la salle du trône, lieu censé avoir vécu le combat final de Loki contre son père lorsqu'il a mangé son fruit du démon, une marque avec 3 griffes bien distinctes qui seraient, vous l'aurez compris, les 3 griffes du serpent dragon Nidhogg, la créature légendaire du fruit du démon plus connue sous le nom de serpent rouge sang. Dans sa forme Zoan basique, Loki serait un dragon, dans sa forme Zoan éveillée, il serait ce serpent craint par tous les géants, et dans sa forme hybride, il posséderait le Ragnir pour invoquer la foudre. Peu importe la survie de cette théorie dans le futur, c'est celle qui m'attire le plus, peut-être parce qu'elle se démarque de la très populaire et très crédible théorie de Fenrir, mais je trouverais ça incroyable qu'Oda introduise un vrai dragon occidental en tant que fruit du démon après avoir introduit les dragons orientaux que sont Kaido et Momonosuke. C'était la première théorie et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui ne la connaissaient pas ou qui l'avaient oubliée, on passe désormais à la suite. À travers l'arc d'Elbaf, Oda nous a enfin offert l'un des plus beaux cadeaux possibles, l'apparition et l'introduction officielle de Scopper Gaban. Gaban dans One Piece, c'est comme si t'avais 10 ans et que tu découvrais dans le placard de tes parents le cadeau de Noël ultime dont tu as toujours rêvé, mais qu'ils ne pourront te le donner
qu'à la fin de l'année, après de longs et douloureux mois d'attente, tout en sachant pertinemment qu'il est là-bas dans ce placard et qui t'attend. Pour nous, lecteurs de One Piece, le cadeau, c'était Gaban. Le placard dans lequel on l'a vu, c'était le chapitre 631, et la fin d'année s'apparente plutôt à 14 ans, séparant ce chapitre 631 du coup au chapitre 1139, sorti en février 2025. Notre patience récompensée, nous pouvons enfin faire ce que l'on fait de mieux, des théories. Et notre bon vieux Gaban en a tout un sac de mystères à révéler. Ironiquement, le mystère à l'origine de cette théorie n'en est pas vraiment un. Vous pourrez même appeler ça de la surinterprétation si ça vous chante, mais laissez-moi avant tout vous expliquer car je suis persuadé que cette théorie vous charmera autant qu'elle a charmé ceux ayant regardé ma review du chapitre 1140. Il faut effectivement remonter jusqu'à ce chapitre-là pour absolument tout comprendre. Gaban venait d'être introduit officiellement depuis une seule semaine qu'un combat avait déjà démarré entre lui et Luffy. Pour une fois, ce n'est pas Luffy qui a cherché la merde, non, au contraire c'est Gaban qui lui a proposé de lui voler cette clé qu'il cherche tant à utiliser pour libérer Loki. Le combat se déroule assez normalement, Gaban esquive, Gaban contre-attaque, il démontre tout ce qu'on peut attendre d'un capitaine de Roger, à savoir de la puissance, de la vitesse, de l'expérience et bien sûr du haki. Tout se passait bien pour lui jusqu'à ce que Luffy, énervé, utilise son Gear 5 et soit rejoint par Zoro. Gaban, sans aucune hésitation, abandonna le combat et laissa la clé de Loki au Mugiwara. En vrai, t'es là, tu lis ce chapitre, tu vois ça et tu te dis naturellement ok. Gaban a simplement flippé et s'est rendu car il ne pouvait pas gagner contre ce duo absolument terrifiant. Eh bien, c'est là que commence cette théorie car oui, c'est en quelque sorte la raison. Mais pas seulement. Ce qu'a fait Gaban dans la provocation de Luffy en duel pour cette clé n'était pas du tout pour l'empêcher de la prendre, au contraire, c'était un test. Et si Luffy réussissait ce test, il remportait la clé, et ce sans même avoir à toucher Gaban en fait. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qui lui a pris? Il a purement et simplement perpétué la volonté de son capitaine Roger et aussi un peu, beaucoup même, celle de Shanks. Shanks a confié à Gaban la mission de protéger et de surveiller la clé de Loki jusqu'à ce que Luffy apparaisse. Pour en être digne, ce dernier devrait être capable d'adopter l'apparence du guerrier blanc. Cette clé offre la liberté à l'un des rares élus de ce monde, Loki, dont la présence sera indispensable pour anéantir le troisième monde et faire émerger une nouvelle ère, une nouvelle paix. Et si Luffy est là sur Elbaf, c'est à cause de Shanks. Si le combat entre Gaban et Luffy a eu lieu, c'est à cause de Shanks. Et si le combat a été interrompu, c'est encore et toujours à cause de Shanks. Ce qui peut vous paraître flou ou incompréhensible vous sera bien plus clair en retournant dans le passé, dans les origines du manga de One Piece. Ce saut n'est pas si lointain finalement pour nous puisqu'il nous ramène au chapitre 968. Oui, Roger réalise que malgré tout ce qu'il a pu accomplir, être le seul à avoir atteint Laftel en 800 ans et en ayant lu le Rioponeglyphe, eh bien, il n'est pas celui que le peuple disparu du siècle oublié attendait. Non, en dépit de tous leurs efforts, leur arrivée sur Laftel ne changea rien ou presque rien. Ce qu'ils y découvrent, c'est une histoire racontant comment une guerre d'ampleur mondiale a rayé l'existence du plus grand royaume prospère. Une histoire racontant aussi le retour d'un élu 800 ans plus tard qui bouleversera le monde et annoncera l'aube d'une nouvelle ère. Cet élu, qui n'est pas encore né à l'époque de Roger, prendra l'apparence du guerrier blanc de la libération. Ce futur, Roger ne le verra jamais. Il mourra bien avant, réalisant qu'il est venu trop tôt, qu'il est né à la mauvaise époque et que jamais il ne pourra accomplir son véritable rêve, provoquant les larmes de celui qui perdurera son héritage, celui à qui il confiera la réalisation de toute cette prophétie, Shanks le Roux. Alors enfant, Shanks se serait vu attribuer un grand rôle pour le futur de son monde. Il devra assumer la lourde responsabilité de retrouver et de guider vers Laftel l'élu de l'histoire de Joy Boy, cet élu qui prendra l'apparence d'un guerrier blanc. Et ça, quitte à sacrifier son propre rêve. Bien que simple adolescent, Shanks avait un rêve ou du moins un objectif, celui de se rendre sur Laftel à bord de son propre bateau et de devenir le prochain roi. C'est à Baggy que nous devons cette révélation au chapitre 1082 à travers un flashback de l'exécution de Roger. Shanks avait renoncé à ses ambitions, causant la déception de son meilleur ami qui ne savait absolument rien de la véritable volonté et du fardeau que portait le Roux à ce moment-là. Shanks ne voulait plus devenir le prochain roi, car le vrai prochain roi, attendu par le monde depuis 800 ans, allait bientôt naître et il allait avoir besoin de quelque chose d'essentiel dans sa quête de lever de l'aube. Le Gomu Gomu no Mi, connu aujourd'hui sous le nom de Ito Ito no Mi Model Nika. C'est par là que commence la quête de Shanks. Il rechercha activement ce fruit dans tous les recoins du monde. Vous vous demandez peut-être quand est-ce que Barbe Noire lui a fait cette cicatrice emblématique? Eh bien, après la mort de Roger, pendant cette même période où Shanks chassait le Gomu Gomu no Mi, on peut alors très facilement imaginer que durant sa quête, il croisa la route de Teach, traquant lui aussi les fruits du démon et plus particulièrement le Yami Yami no Mi, menant les deux hommes à combattre. Ça n'a quasiment rien à voir avec la théorie, mais je me permets de rajouter qu'un monde existe où Teach cherchait lui aussi le Gomu Gomu no Mi, soit car il a appris sa véritable identité de Zoan mythique, soit car il a découvert que le gouvernement voulait s'en emparer et voulait le récupérer avant pour leur vendre à un prix exorbitant qui s'élevait notamment à 5 milliards de berries dans Romance Down
Crown, le préquel de One Piece. Teach est sans conteste l'un des plus grands masterminds de One Piece, tout comme l'est son rival Shanks d'après ma théorie. Alors imaginez un tel scénario quand on sait qu'il possède des connaissances exceptionnelles en matière de fruits du démon et très loin d'être de la pure fabulation. Revenons-en au sujet principal. Après 13 longues années de recherche, Shanks parviendra à accomplir la première étape de la quête confiée par son capitaine. Chapitre 1054, nous découvrons un Shanks déterminé à récupérer la cargaison d'un bateau du gouvernement. Une cargaison qui, d'après Usu, alors soldat du gouvernement, n'était qu'un simple fruit du démon conférant l'élasticité. Il ne savait pas encore que ce fruit qu'il était en train de protéger et d'escorter vers le gouvernement était celui du dieu qu'il se mettra à prier en prison, inculpé pour ne pas avoir réussi à le protéger. Après avoir enfin obtenu ce précieux trésor, Shanks le remet entre les mains de celui qui l'attendait depuis 800 ans. Luffy, le Joy Boy de ce troisième monde. Mais l'histoire retiendra que ce fruit a été consommé par inadvertance suite à une négligence. Luffy mange le Gomu Gomu no Mi dans le premier chapitre avant de l'éveiller au chapitre 1044, amorçant ainsi la seconde phase du plan que Shanks a patiemment orchestré depuis plus de 20 ans. En attendant le jour de cet éveil, Shanks continuera de disperser ses pions un petit peu de partout dans le monde, rencontrant les capitaines de Roger en commençant par Rayleigh, lui confiant que les paroles de Luffy résonnent avec celles de leur capitaine. Rayleigh prendra part au plan en acceptant de perpétuer la volonté de Roger et, le moment venu, d'entraîner et de protéger Luffy. Shanks retrouvera ensuite Gaban sur Elbaf et le chapitre 1139 l'atteste bel et bien pour lui demander à son tour une faveur concernant Luffy. En tout cas, et même si leur conversation complète reste inconnue, il est possible d'en déduire que Shanks a chargé Gaban d'aider Luffy lorsqu'il viendra et surtout de ne lui remettre la clé de Loki que s'il peut revêtir une forme blanche. Plusieurs années plus tard, ce moment est arrivé et Gaban a vu de ses propres yeux cette légende. Le gardien de la liberté de Loki a attendu jusqu'à ce que Luffy se présente sur Elbaf et révèle devant lui l'atout nécessaire pour libérer le prince maudit, sa majestueuse et fameuse forme blanche. Cette forme blanche, c'est son Gear 5 et qu'elle soit décrite de cette manière est très important pour la suite. Shanks au chapitre 1054, Vegapunk au chapitre 1069 et Gaban au chapitre 1140, quand ces gens-là qui connaissent intégralement ou presque l'histoire du siècle oublié découvrent Luffy dans cette forme, eh bien ils savent de qui il s'agit, car l'expression de cette forme blanche désigne plus précisément l'apparence que le nouveau Joy Boy doit prendre, qu'il doit arborer lorsqu'il réapparaîtra 800 ans après sa défaite face aux 20 rois. Sur Laftel existe une prophétie sûrement laissée par Joy Boy, en tout cas elle semblait annoncer un futur bien précis qu'Oden ne cessera de répéter en disant qu'une guerre se déclencherait 20 ans plus tard. C'est dans cette prophétie bien précise que l'apparence du héros sera décrite, celle que Gaban et donc l'équipage de Roger ont lue, la racontant à Shanks lors de leur retour sur terre ferme. C'est également cette apparence qu'en creusant trop profondément dans l'histoire que Vegapunk découvrira. Par-dessus tout, la signification de la réapparition du guerrier blanc indique la fin très proche du troisième monde, l'avènement d'une nouvelle ère, le renouveau de l'humanité. Pour mener à bien cette fin du monde qui reste le seul moyen de le sauver, Shanks a donc veillé à mettre en place chaque élément pour garantir que Luffy soit bien l'élu attendu par Joy Boy il y a 800 ans et celui espéré par Roger il y a 25 ans. Il s'est rassuré que Luffy ait réellement pris l'apparence du guerrier blanc avant que Gaban ne lui remette la clé pour libérer le prince maudit, peut-être car Nika est le seul être capable de vaincre et contrôler le serpent rouge sang. Et ce n'est qu'après avoir vu Luffy sous cette forme blanche que Shanks lui-même a enfin décidé de partir à la conquête du One Piece. Plus précisément, c'est à ce moment-là qu'il décida d'aller le voler. Le kanji utilisé par Oda dans la déclaration de Shanks dans la version originale indique une volonté de s'emparer de force, d'arracher, de déposséder le One Piece. Les autres empereurs veulent s'emparer du One Piece, ils veulent le trouver, mais Shanks lui veut le voler. Pourquoi une telle différence? Car lui, il détient une information que les autres ignorent. Le One Piece est déjà en possession de quelqu'un. Shanks a compris que son capitaine avait vu juste qu'en 12 ans après l'avoir consommé, Luffy est finalement parvenu à éveiller les pouvoirs du Gomu Gomu no Mi pour prendre l'apparence du guerrier blanc. Il a réalisé que le message laissé il y a 800 ans par Joy Boy sur Laftel était bien réel. Roger n'aurait jamais pu obtenir le One Piece car il appartient déjà à quelqu'un d'autre et Luffy ne pourra s'en emparer qu'en exploitant pleinement les pouvoirs de Nika. La seule entité à ce jour capable de posséder un tel trésor sans l'utiliser, c'est le gouvernement mondial et plus précisément Imu. Imu détient le One Piece, le trésor que Roger convoitait, celui que Luffy recherche aujourd'hui et celui que Shanks veut voler. Depuis le début, le roux a orchestré chaque étape pour guider Luffy et faire de lui un roi là où Roger a échoué. Le destin mène Luffy à rencontrer Loki aujourd'hui, mais surtout à le libérer. Lui qui serait
le seul à pouvoir provoquer la fin du troisième monde. Mais le plan de Gaban ne se limitera pas qu'à ça, ce personnage aurait une autre clé. Lors de son introduction officielle, son nouveau design a été très remarqué pour la cicatrice qu'il possède au-dessus de son œil gauche, une cicatrice ressemblant à une flamme. Ce qui est étonnant et qui tombe d'ailleurs plutôt bien, c'est que depuis le chapitre 1056, nous avons découvert par les mots de Kid et Killer l'existence d'un homme marqué par une cicatrice de feu, qui possède le dernier Rod Poneglyph nécessaire au Mugiwara pour se rendre sur Laftel. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un fâcheux hasard que depuis cette révélation, seul Gaban possède une telle cicatrice ou du moins une telle marque, tout en sachant que Gaban est le mieux placé pour posséder une telle relique, puisqu'avec l'équipage de Roger, il est l'un des derniers à avoir vu et surtout avoir utilisé ce poneglyphe pour se rendre sur Laftel. Normalement, le dernier des Rod Poneglyphs manquants est celui de l'île des hommes poissons qui a disparu depuis l'époque où Roger est passé. On peut alors suggérer que sans forcément vouloir garder pour eux tous les Rod Poneglyphs, Gaban s'est mis d'accord avec le reste de l'équipage de Roger pour récupérer celui-ci. En plus d'éviter d'attirer trop l'attention sur cette île qui cache l'existence de l'arme antique Poséidon, cette décision permet à Gaban de garder une marge de manœuvre si un autre pirate que Luffy se mettait à être assez avancé dans la quête du One Piece pour partir à la recherche de ce dernier Rod Poneglyph. Une stratégie efficace qui met en difficulté Barbe Noire par exemple, qui est encore à la recherche de l'homme à la cicatrice de feu alors qu'il n'aurait eu aucun mal à récupérer le Rod Poneglyph de l'île des hommes poissons, surtout quand ce territoire était autrefois celui de Barbe Blanche, son ancien capitaine. Un autre potentiel argument que Gaban soit l'homme à la cicatrice de feu concerne Elbaf elle-même. On peut trouver ça étonnant que Gaban soit obligé de partir en mer avec ce poneglyphe plutôt que rester bien sagement caché sur l'île des géants, sauf qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe sur Elbaf. N'oubliez pas les mots de Louis Arnott à la fin du chapitre 1132, tout juste après avoir vu Gaban marchant dans la forêt. Ne restez pas longtemps sur cette île. Elbaf aurait un impact négatif sur l'esprit des humains. Rester trop longtemps ici, sur ce pays connu pour son amour de la guerre, et de mauvaises émotions pourraient vous inonder. C'est pour combattre les effets négatifs de cette île, peut-être provoqués par le mystérieux et légendaire arbre d'Adam, que Gaban partirait régulièrement avec ce Rod Poneglyph en mer, à bord d'un bateau noir qui serait en réalité l'Euro Jackson transformé qu'il a récupéré de Roger. Elbaf serait alors bel et bien l'arc final de One Piece avant Laftel, puisque c'est ici que Luffy et les Mugiwara récupéreront le dernier Rod Poneglyph manquant pour découvrir l'emplacement de cette île qui ne fut visitée qu'une fois en 800 ans. Au chapitre 1140, quand Gaban a proposé aux Mugiwara de venir lui rendre visite avant de quitter l'île, c'est peut-être pour leur donner la clé manquante, offrir à Joy Boy un aller direct vers la terre de son ancêtre ou du moins de l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi. La fin d'Elbaf mènera vers la fin de One Piece et le rôle de Gaban est parfaitement taillé pour faire de Luffy le roi, en accord avec le plan de Roger et le plan de Shanks. Vous l'avez bien vu dans la dernière partie, Shanks a un rôle que l'on peut qualifier d'exceptionnel, et là encore je trouve que c'est pas suffisant pour marquer à quel point toute l'histoire de One Piece est en partie menée par lui et son plan ultime. Le Roux est définitivement un personnage très spécial, plus que n'importe quel autre, plus encore que Roger même, et ce n'est pas pour rien qu'il est apparu dès le tout premier chapitre de One Piece. Oda savait très bien la place qu'il allait avoir. Et hasard ou non, l'arc d'Elbaf n'a fait qu'appuyer ce ressentiment, je dirais même que l'arc d'Elbaf est le premier arc qui concerne directement Shanks le Roux lui-même. Déjà, et avant même que ça ne commence, depuis des années, des théories existent liant Shanks à ce pays aux inspirations nordiques, puisque le Red Force, navire emblématique de l'empereur, est la représentation d'un drakkar viking. Le chapitre 1076 est venu totalement nous conforter dans cette idée quand Shanks réapparaît sur Elbaf, aux côtés de Dory et Brogy et des autres géants, signalant une véritable amitié entre cet empereur et la plus puissante nation du monde. Mais ça ne s'est pas arrêté là, non pas du tout même. Quand on prend un petit peu de recul sur Shanks, absolument rien ne nous a été dévoilé en 1130 chapitres à son sujet, si ce n'est que Barbe Noire est à l'origine de sa cicatrice, qu'il était membre de l'équipage de Roger et qu'il a affronté Uzu pour récupérer le Gomu Gomu no Mi. Donc vraiment rien, qu'on se le dise, hein. Mais encore une fois, l'arc d'Elbaf nous a réservé l'incroyable surprise de l'introduction de Figarland Shamrock, le frère jumeau de Shanks, sans conteste la plus grande révélation jamais faite sur lui depuis le tout premier chapitre. La plus grande, oui, mais également la plus lourde. Shanks est donc aujourd'hui officiellement de sang noble, pas n'importe quelle noblesse, celle des dragons célestes, les pires êtres vivants sur cette terre. Le contraste terrible entre l'appartenance de son sang aux ennemis du monde et l'appartenance de son cœur au dieu qui doit les renverser fait de Shanks un personnage beaucoup plus tiraillé qu'on le croit, car il est strictement impensable que son sang de Figarland, leader de père en fils des chevaliers divins, ne serve aucunement à la narration de l'histoire. L'idée est alors que Shanks possède en lui encore aujourd'hui des pouvoirs et des capacités propres à l'ordre des chevaliers divins. Le premier pouvoir pourrait sommeiller dans son épée, ou du moins dans son talent d'escrimeur. En effet, Oda a fait de Shanks un incroyable épéiste rivalisant même avec Mihawk, pourtant censé être le meilleur de tous. Ce talent, il ne le sort pas de n'importe où. Certes, il a grandi auprès de Roger et Rayleigh, également épéiste de haut niveau, mais c'est plutôt dans ses gènes que Shanks
puiserait cette puissance. Garling, son père et Shamrock, son frère, sont tous les deux des épéistes. Nous ne connaissons pas leur niveau, mais nul doute qu'ils sont parmi les meilleurs. C'est Shamrock en particulier qui va nous intéresser. On ne connaît peut-être pas son niveau du coup, mais on connaît bien une partie de ses pouvoirs, celui de Cerbère. Oui, face à Loki, Shamrock a dévoilé l'étrange pouvoir de son arme, se changeant en Cerbère, le chien gardien des enfers dans les mythes grecs. Est-ce une épée qui a mangé un Zoan mythique ou encore autre chose? Impossible de le savoir. Ce qu'on sait par contre, c'est que Shanks aussi est ironiquement lié à un animal légendaire. Son sabre se nomme Griffon, une créature qui tire également ses origines des mythes gréco-romains et qui représente le mélange d'un aigle et d'un lion. Ce qui est intéressant, c'est que le Griffon représente lui aussi un symbole du pouvoir et de gardien, tout en étant opposé au thème infernal du Cerbère. Tout comme son frère Shamrock, Shanks serait alors également capable d'invoquer un Griffon à travers une transformation de son épée peut-être, ou tout comme l'anime de One Piece et le film Red se sont amusés à imaginer, dans des attaques qui prennent la forme et la force de cette créature mythique et légendaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre pouvoir que Shanks pourrait posséder, et je dis bien pourrait car ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas le chapitre 1140 nous aurait mis sur une piste, une très grosse piste même. Dans celui-ci, les chevaliers divins infiltrent Marie-Joise à travers le pentagramme qui vient tout juste d'être nommé Abyss. Pour rappel, c'est à travers lui que Sainte Saturne s'est téléporté sur Egghead dans sa forme de démon, et c'est aussi à travers lui que les 4 autres doyens l'ont rejoint au chapitre 1110, ou alors que Shamrock et Gunko ont pénétré le château d'Elbaf. Ce pouvoir est donc intimement relié au puissant des dragons célestes. En fait, il semble carrément être destiné à n'être utilisé que par le Gorosei et les chevaliers divins. Un petit détail viendra cependant s'ajouter sur Elbaf, puisque d'après les chevaliers qui souhaitaient capturer les enfants géants, ils ne pourront jamais traverser Abyss car ils n'ont pas la marque. Il faudra en effet apparemment une marque pour être autorisé à traverser Abyss et être téléporté d'un point A à un point B. Pour l'instant, nous ne savons pas où se trouve cette marque ni quelle forme elle peut bien prendre, mais en prenant soin aux détails accordés aux chevaliers divins dans leur introduction, nous pouvons distinguer que tous ont une particularité au niveau de leur bras gauche. Gunko a un bandage, Gilligam a un brassard avec un dessin en forme de croix, que Sommer partagera d'ailleurs également dans sa tenue complète. Quant à Shamrock, lui, eh bien son bras n'a pas été assez visible pour le remarquer. Je vais revenir sur Sommers car c'est lui qui nous intéresse. Dans son introduction, il est téléporté sur Elbaf de Marie-Joise en pyjama et son bras gauche laisse paraître d'importants tatouages. Des motifs étranges, des marques inconnues. Est-ce justement ça la marque dont il parlait pour traverser les abysses? Une marque prenant l'apparence d'un tatouage mais qui au-delà de l'aspect visuel est une clé, un passage, un laissez-passer pour traverser les portes démoniaques. L'idée est super intéressante et passionnante, mais là où ça prend encore plus de sens, je trouve d'après moi, c'est quand on revient au sujet principal de cette partie de la vidéo, Shanks le Roux. Dans un sens, Shanks est un chevalier divin. En tout cas, il vient de l'une des familles les plus importantes et prestigieuses parmi eux. Alors aurait-il lui aussi été marqué à sa naissance pour passer le cercle des abysses en prévision de son futur rôle au sein des chevaliers divins? Et si c'est le cas, est-ce une des justifications que va utiliser Oda pour lui avoir coupé le même bras gauche lorsqu'il sauva Luffy dans le tout premier chapitre? Et oui, Shanks a perdu précisément le même bras où tous les autres chevaliers divins portent un signe que l'on associerait à la marque des abysses. Bien sûr, ce n'est peut-être qu'un hasard, surtout quand c'est le premier éditeur d'Oda qui était à l'origine de la perte du bras de Shanks, trouvant que le premier chapitre de One Piece manquait de scènes marquantes pour les lecteurs. Mais si nous découvrons dans un futur flashback que Shanks était vraiment marqué par les abysses et qu'enfant, il pouvait passer à travers ce portail, voire même l'invoquer. Et si, plus encore, Shanks possède toujours cette forme de pouvoir en lui. Nous nous sommes souvent demandé comment il pouvait se déplacer aussi rapidement, lorsqu'il a sauvé Luffy alors qu'il était en plein milieu de la mer, lorsqu'il a sauvé Kobe du point d'Akainu, ou même lorsqu'il est venu jusqu'à Marineford justement alors que la veille encore, il se trouvait dans le Nouveau Monde barrant la route à Kaido qui voulait participer à la guerre. Les soldats de la marine eux-mêmes étaient surpris qu'il ait pu faire aussi vite se trouvant presque à 2 endroits à la fois. Et si depuis toujours la justification de ces déplacements plus ou moins instantanés se ferait par l'utilisation d'Abyss. Lui qui possède du sang de chevalier divin pourrait utiliser cette téléportation avec un effet affaibli suite à la perte de son bras et donc de sa marque face au monstre de la baie de Fushia. Ce pouvoir, Shanks l'aurait utilisé également pour se rendre une seule et unique fois sur Marie-Joise, rencontrant au passage Shamrock, son frère jumeau. Il ne l'utiliserait que lorsque la situation le demande vraiment, que lorsque la vie de quelqu'un est en jeu, comme celle de Kobe ou de Luffy, tout en représentant la part obscure de son histoire et son héritage familial. Les abysses et cette fameuse marque seront bientôt un sujet majeur du cas de Shanks et de ses pouvoirs. Comme vous l'aurez constaté, en seulement 16 chapitres, Elbaf est un arc nous ayant déjà apporté suffisamment d'indices et d'éléments pour théoriser encore de longs mois et de longues années sur l'œuvre. La parole est désormais à vous, qu'en pensez-vous? Une théorie a-t-elle plus de chances de se réaliser qu'une autre? Une théorie vous a-t-elle plus intéressé que les autres de manière générale? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, alors profitez-en pour me récompenser avec le fameux petit like et le fameux petit abonnement. Merci à tous. On se retrouve dans les prochaines reviews d'Elbaf pour toujours plus d'idées et de théories, alors
je vous dis à très bientôt les bros. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace.